Merci de nous retrouver sur le stand du secrétaire général de l'enseignement catholique. Nous poursuivons notre petite balade en Bretagne. Nous avons ce matin été dans le Finistère, dans le département du Finistère. Plus récemment dans les Côtes-d'Armor. Nous voici dans le Morbihan avec deux hôtes de marque. Le président du conseil départemental du Morbihan, M. Goulard, que je salue. Merci M. Goulard d'être présent avec nous. Et il était avec nous il y a quelques instants pour nous parler d'un projet concernant l'alimentation, tout à fait passionnant, et il est toujours avec nous, Stéphane Gouraud, directeur diocésain du Morbihan. Même question que celle que j'ai pu poser ce matin aux représentants des Côtes-d'Armor, du Finistère, peut-être de la Bretagne tout entière, qui a une singularité en Bretagne, plus particulièrement, M. Goulard, dans le Morbihan, s'agissant de l'enseignement catholique et de l'enseignement public. C'est vrai que le Morbihan scolarise pour les collèges, et les départements s'occupent des collèges, davantage d'enfants dans le privé que dans le public. Et je pense que c'est un cas unique en France. Alors, c'est une situation ancienne, c'est-à-dire que l'enseignement catholique en Bretagne a toujours été extrêmement fort, mais le poids de l'enseignement catholique s'est accru dans les dernières années. C'est peut-être à mettre en relation avec certaines difficultés de l'éducation nationale. Ce sont des phénomènes assez complexes à analyser. Mais en tout cas, ça marche très bien. Pour l'élu que je suis, c'est une vraie satisfaction d'avoir un maillage du territoire, d'avoir une offre scolaire diversifiée, qui suscite de l'émulation et qui est reconnue comme étant de très grande qualité, avec d'excellents résultats. C'est-à-dire que le constat que vous venez de faire n'est en aucun cas celui d'un déséquilibre, au contraire. C'est un équilibre presque parfait. On est très près du 50-50 et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai tendance à penser qu'au niveau national, l'enseignement privé, je ne parle même pas de l'enseignement confessionnel, a un véritable avenir. L'époque n'est plus au monopole. Je pense que la diversification de l'offre est une véritable chance pour tout le monde, pour les familles, pour les enfants, et y compris pour l'éducation nationale. Parce que j'ai toujours observé que pour faire évoluer des grandes structures qui sont très difficiles à faire bouger, on le sait, hein, dans n'importe quel domaine que ce soit, l'émulation, j'allais oser un gros mot, la concurrence, c'est une vertu. C'est-à-dire que quand on voit que des solutions marchent bien ailleurs et que d'autres obtiennent quelquefois de meilleurs résultats, ça incite à accepter le changement. Donc c'est bénéfique. En tout cas, pour le Morbihan, c'est véritablement une chance d'avoir un enseignement catholique à ce niveau-là et avec ce dynamisme-là. Le fait que l'enseignement catholique ouvre des collèges, c'est une bonne chose pour le département. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parler de partage plutôt que de concurrence ? C'est pas un partage parce qu'il n'y a pas eu d'accord de Yalta entre les uns et les autres. Alors si, dans des îles, quelquefois, il y a des îles où il y a une école privée et d'autres îles où il y a une école publique. Et là, on imagine mal d'avoir les deux, il n'y a pas assez d'enfants. Là, il y a un partage. Mais pour le reste, non, c'est tout simplement deux systèmes qui cohabitent, sans d'ailleurs de rivalité qui soit critiquable, mais simplement chacun vit sa vie et finalement ça se passe très bien. Mais c'est une vision du service public qui est partagée, c'est ce que je voulais dire. C'est une vision je dirais, du service aux familles, parce que l'essentiel c'est que les enfants reçoivent une bonne éducation. L'enseignement catholique a beaucoup plus de liberté, pas toutes les libertés. On gagnerait à lui en donner encore plus, mais a plus de liberté que l'enseignement public, et l'enseignement catholique met à profit cette liberté. Et puis apporte aussi sur le plan de l'éducation des enfants des valeurs qui lui sont propres et qui sont reconnues, y compris par des familles qui ne sont pas spécialement catholiques ou qui ne sont pas croyantes, qui voient des vertus aux valeurs de l'enseignement catholique. Donc c'est très positif. Et moi, je le répète, je trouve que ce serait bien que ça se développe et que le Morbihan ne soit plus un cas unique d'un équilibre public-privé quasiment à parité. Il faut que ce soit exemplaire. Je crois que nous le sommes, et je vous remercie en tout cas de mettre les projecteurs sur nous, parce que moi je peux témoigner que cela fonctionne parfaitement. Monsieur Gouraud, vous êtes un directeur diocésain heureux. Ça ne peut pas être autrement.
Voilà, c'est ça, c'est une situation, effectivement, une situation d'un bon équilibre dans lequel l'enseignement catholique, du coup, se retrouve à la fois dans un certain nombre de situations face à des établissements publics, hein, voilà, dans lesquels les familles ont une liberté complète d'aller vers un établissement, soit dans l'autre. Et puis il y a des situations dans lesquelles, effectivement, nous assurons le service public d'éducation. Il y a 42 communes dans lesquelles il n'y a que des écoles catholiques et pas d'écoles publiques. On a presque une dizaine de collèges qui sont seuls dans leur commune ou qui n'ont pas de où le collège public est relativement éloigné. Et donc on accueille toutes les familles qui se tournent vers nous. Ça nous oblige, hein, bien sûr, à être très accueillants à tous, à faire en sorte que des familles qui n'avaient pas forcément prévu de venir dans l'enseignement catholique fassent ce choix. Parfois, c'est vrai, Monsieur le Président, parfois pour des raisons très pratiques, hein, c'est plus proche, c'est plus simple, et ben, on ne doit pas les décevoir et on doit petit à petit transformer cette, disons, cette motivation pratique par une adhésion dynamique pour des bonnes raisons. Ça veut dire que tout est rose avec les élus, dans les relations avec les élus et territoires? Ben, ça veut dire que globalement ça se passe bien, tout est rose, voilà, on n'est pas non plus dans un monde complètement éthéré, donc on a encore des choses enfin des points à discuter, des points d'échange à avoir, bien sûr, à la fois avec le conseil départemental, mais aussi avec les élus locaux. Oui. Vous êtes un ancien ministre, Monsieur Goulard, vous êtes un homme politique. Vous pensez quoi de la loi Blanquer? Est-ce que c'est un bon cadre, le cadre qu'elle a donné pour l'avenir? Alors il y a des points qui sont incontestablement positifs dans les réformes qui ont été conduites par le ministre Blanquer. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la réforme du baccalauréat et du lycée, ces choix de matières. Bon, peut-être que ça nécessite quelques années de rodage. Bon, Ou d'expérimentation. et d'expérimentation. Quoi qu'il en soit, mon sentiment, c'est que on n'a pas touché quand même pour l'instant à ce qui est assez fondamental dans l'organisation de l'enseignement et de l'éducation nationale. Je dis parfois que le bon mode d'organisation est celui du privé. Celui dont il faut s'inspirer. Oui, au moins sur Ah. 2 points. D'abord, une vraie responsabilité des chefs d'établissement, qui n'existe plus depuis longtemps dans l'éducation nationale. Et ça, c'est dommageable. Il faut, enfin, c'est comme partout, hein, il faut quelqu'un, non pas qui encadre, qui dirige de manière vétilleuse, pointilleuse, mais il faut néanmoins un vrai responsable. Et dans l'enseignement privé, le chef d'établissement est un responsable. Le deuxième point, c'est également le choix des enseignants. Il faut que l'établissement puisse choisir ses enseignants et qu'ils ne lui soient pas imposés comme ils le sont dans l'éducation nationale. Il faut introduire de la responsabilité. Alors, ça susciterait beaucoup de mécontentement. Je vois déjà la réaction des syndicats. Mais il y a des moments où je pense qu'il faut oser changer des règles assez fondamentales et qui sont déterminantes pour le succès du service qui est offert. La difficulté, par exemple, de prononcer des sanctions dans l'éducation nationale. On est allé jusqu'à la caricature. Or, les enfants, j'ai 6 enfants, hein, les enfants ont besoin d'un cadre, ont besoin de références et par moments ont besoin de sanctions. Et on connaît beaucoup d'établissements dont le fonctionnement est totalement perturbé à cause d'un nombre relativement limité d'enfants qu'on n'arrive pas à remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le respect des autres, dans le respect de la discipline, dans le respect des règles. Ça, c'est fondamental pour la construction des enfants et pour leur avenir. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation nationale, peut-être plus que sur l'organisation de la scolarité et les options au baccalauréat. Monsieur Gouraud, en toute modestie, l'organisation du privé est exemplaire et mériterait d'être suivie. Écoutez, nous aussi, on a des modèles extérieurs qui nous permettraient d'évoluer aussi, hein, et de progresser. Donc, oui, je pense que l'autonomie ou la capacité de décision qu'a le chef d'établissement, pour nous, c'est une vraie richesse, hein.
mais on sait bien aussi qu'on a encore des points d'évolution importants, notamment par exemple comment est-ce qu'on permet à l'ensemble de la communauté éducative, à l'ensemble des enseignants, l'ensemble des personnels au GEC, des personnels de droit privé, d'adhérer à un projet commun. Voilà, c'est toujours un enjeu sur lequel on doit faire travailler nos équipes pour que le vocabulaire soit commun, la vision éducative et la vision, vous parliez de sanctions, le sens des sanctions, le sens du règlement intérieur et des décisions qu'on peut prendre soit partagé par tout le monde pour qu'on soit très cohérent et qu'on aille tous dans le même sens. Si je prends... oui, monsieur Goulard. Oui, je voulais dire que si on compare les deux systèmes d'enseignement, l'association étroite des parents fait la différence. Et ça, les parents doivent être associés à l'éducation. Ça me paraît une évidence. Et l'éducation nationale le pratique assez mal, n'est pas bien organisée pour cela. Le privé l'est beaucoup mieux, ne serait-ce que structurellement, puisque l'OGEC est le lieu où les parents s'expriment, sont présents dans l'établissement. Donc là, il y a aussi une différence organisationnelle qui est en faveur du privé. Et puis je voulais insister aussi sur un autre point, qui est une particularité en Bretagne et dans le Morbihan, par rapport à l'enseignement privé dans d'autres régions françaises, c'est que tous les milieux sont concernés. Et ça, c'est essentiel. C'est pas du tout l'école des riches contre l'école des pauvres. C'est l'école de tout le monde. Et avec des frais qui sont limités, grâce en partie aux collectivités locales, qui font pour beaucoup d'entre elles de vrais efforts. Chez nous, pour les collèges, c'est le même traitement, dans toute la mesure où la loi le permet, c'est le même traitement entre le public et le privé. Et ça, c'est véritablement déterminant pour que toutes les familles puissent faire un véritable choix. La démarche prospective, est-ce que vous pourriez, M. Gouraud, nous en parler quelques instants? Dire, en gros, comment est-ce que vous la définiriez et quelles pourraient être ses applications concrètes dans un département comme le vôtre? La démarche prospective, c'est une démarche qui vise à faire en sorte que, on parlait tout à l'heure d'une situation héritée qui tient au passé. On souhaite que cet équilibre-là puisse aussi se projeter dans le futur et que nos établissements, dans la mesure où ils sont attendus par les parents, puissent être là et être à disposition de ces familles dans les années qui viennent. On sait que les familles se déplacent, on sait que la population se déplace et donc que les besoins évoluent à la fois en termes d'attente pédagogique, d'attente éducative de la part des familles parce que les élèves se transforment, mais aussi en termes d'implantation territoriale. Et donc on veut mesurer ces différents champs-là. Qu'est-ce qui est attendu, quels sont les points sur lesquels on ne doit pas être en retard par rapport aux besoins des familles, aux besoins des enfants, mais aussi est-ce qu'un certain nombre d'établissements, par exemple dans les territoires ruraux, qui petit à petit se vident et pour lesquels on arrive souvent à constater que telle école finalement est vide et donc on la ferme, c'est un espèce de constat d'échec. On voudrait transformer ces situations en situations dans lesquelles on a quelques années d'avance et on est capable de penser qu'on doit s'implanter dans un nouveau lieu et on fait un choix positif éventuellement de fermer une école, mais pour se redonner la possibilité d'accueillir ailleurs. C'est faire preuve, comme diraient aujourd'hui les gens, d'une certaine agilité. C'est ça. Oui, et cette agilité, on a parfaitement conscience que c'est pas le directeur diocésain qui va tout inventer dans son coin avec son équipe. C'est pas les chefs d'établissement tout seuls qui feront ça. C'est vraiment en s'appuyant sur la vision qu'ont chacun des membres des communautés éducatives. Donc on a demandé à chaque école de produire son propre projet à 10 ans à peu près, et puis de travailler ces projets-là par réseau, c'est-à-dire les 5 ou 6 ou 10 écoles qui travaillent avec un collège, d'harmoniser leur vision. Et puis après, au niveau du bassin, on a 6 bassins dans le Morbihan, pour que petit à petit, chacun des acteurs puisse se placer à la fois ces éléments d'interprétation et de compréhension de l'avenir qui vient et des enjeux qu'il a actuellement en vue dans une vision plus large, partagée avec ses voisins, pour que petit à petit, nous, on puisse prendre en compte ces visions-là, ces enjeux. Alors évidemment, on échange aussi avec les services du département pour avoir leurs propres prévisions démographiques, parce que vous avez des outils statistiques et vous avez beaucoup d'autres éléments qui vous permettent de prévoir ces mouvements de population.
pour pouvoir petit à petit se donner des grandes lignes de réorganisation. J'allais précisément vous en parler, Monsieur Goulard. Ce matin, on a eu plusieurs sons de cloche, si j'ose dire. Il y a ceux qui nous disaient notre territoire est en train de devenir attractif. D'autres nous disaient qu'on a un vrai problème de démographie. Pour le Morbihan, qu'en est-il? Moi, je rejoins ce que dit Stéphane Gouraud, c'est-à-dire qu'il y a de vraies mutations, quelquefois assez rapides, d'un territoire à l'autre. Dans un département comme le Morbihan, vous avez des parties qui se dépeuplent, et d'autres, au contraire, où l'essor démographique est très fort. Et donc, les établissements d'éducation doivent adapter leur réseau en permanence. Alors, on doit ouvrir à certains endroits, fermer à d'autres. Alors, il y a d'abord ces questions de population. Il y a également des évolutions d'un certain nombre d'établissements qui doivent conduire à la fermeture. J'ai un cas particulier en tête, et il y en a certainement beaucoup d'autres en France. C'est des établissements dans des quartiers dits sensibles qui deviennent des établissements ghettos, où les enfants n'ont plus une chance raisonnable de réussir leurs études et qu'il faut impérativement fermer. Et faire en sorte que les enfants aillent dans des établissements, collèges, lycées, j'allais dire de droit commun, où ils ont les mêmes chances que les autres. Et ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas beaucoup en France, mais qu'il faut avoir. Alors là-dessus, une différence entre le public et le privé, c'est que nous faisons des collèges publics. Bon, on surveille l'évolution de la population et on ouvre un collège si c'est nécessaire. Le collège, pour nous, ça coûte 15 millions d'euros. Bon, pour un budget d'un département, c'est assez facile à trouver. Mais le privé, le financement, aidé à 10% par les collectivités publiques, ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent pour construire un nouvel établissement, et c'est quand même pas très facile. Alors là, je vais faire une proposition politique. Le président de la République est au Salon des maires. Il va sans doute parler de la future loi de décentralisation. Il y a une mesure extrêmement simple, c'est libéraliser l'intervention des collectivités locales dans le financement des établissements scolaires du privé, faire en sorte qu'on puisse avoir des subventions nettement plus importantes. Et ça, je pense que ça faciliterait l'adaptation de ces réseaux à des mouvements de population qui ne sont pas seulement territoriaux, qui sont également sociologiques et qui sont absolument nécessaires. On va transmettre au président qui devrait parler dans quelques instants dans l'enceinte de ce salon. Monsieur Gouraud, vous en pensez quoi? Du bien, j'imagine, de cette proposition? Plus de liberté, en fait. Oui, c'est ça. On sait que la liberté est liée aussi aux moyens dont on dispose. Hein. Et effectivement, on a besoin de pouvoir exercer cette liberté, de pouvoir faciliter ces nouvelles implantations en cas de besoin. On sait que les moyens pour l'immobilier sont une part des éléments. On a aussi une certaine contrainte sur les moyens qui nous viennent du ministère de l'Éducation nationale, hein, c'est-à-dire les moyens d'enseignants. Et là-dessus aussi, on demande à avoir une liberté dans l'organisation et la répartition de ces moyens pour pouvoir faire des choix. Voilà. On sait bien que on n'est pas non plus dans une période où toutes les bourses sont ouvertes. Voilà, donc je pense que là, on peut partager une philosophie de la sobriété heureuse. Là-dessus, je pense qu'on est tous concernés. Mais ce qui me semble important, c'est que les décisions politiques, les décisions stratégiques de répartition et de développement puissent être prises au bon niveau, c'est-à-dire par les acteurs qui ont aujourd'hui la vision la plus précise de ce qui va advenir et donc qui sont en mesure de faire face à ces enjeux. Si j'imagine un tout petit peu les choses, est-ce qu'il faut anticiper, M. Goulard, sur l'aménagement à venir du territoire et se dire c'est là qu'il va falloir mettre une école, c'est là qu'il va falloir en mettre, et celle-ci n'a plus de raison d'être. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut raisonner? Alors ça, j'allais dire, ça arrive tous les jours. C'est dans un département comme le nôtre, ça arrive tout le temps. On est constamment obligé d'adapter dans les villes, dans les communes plus petites, on est obligé d'adapter le réseau des établissements aux évolutions de la population. Alors, on ne peut pas le programmer très longtemps à l'avance, car la prospective est assez difficile. On a du mal à savoir à 5 ans ce qui va se produire. On connaît les grandes lignes de l'évolution, mais est-ce qu'il est urgent d'ouvrir un collège ou est-ce qu'on va attendre quelques années avant de le faire? C'est pas toujours simple, et il arrive que nous prenions de manière assez précipitée la décision d'ouvrir un établissement, tout simplement parce que la démographie a évolué plus vite qu'on ne le pensait. Et quand j'évoquais des dégradations du climat de certains établissements, ça peut également se produire très vite. Donc il faut être aux aguets
surveiller de très près et avoir les moyens financiers de le faire. C'est, par exemple, pour mon département, une capacité d'investissement qui est très élevée, parce que nous savons que, comme ça, à horizon de 2 ans, la nécessité de construire un nouveau collège et de dépenser donc 15 millions d'euros va se faire sentir et qu'il faut être capable de le faire. Tous les départements peuvent se le permettre, M. Goulard? La réponse est non. Beaucoup de départements n'ont pas, alors je ne dirais pas les ressources parce que nous ne sommes pas plus riches que les autres, mais n'ont pas eu dans le passé une politique financière telle qu'ils ont une marge de manœuvre comme celle que nous avons. Il faut les aider. Il faut les aider. Il ne faut pas les aider, non. Il faut leur apprendre à gérer. M. Gouraud. Oui, juste le fait que cette question de prospective est bien sûr une question d'équipement et d'implantation, mais c'est surtout quand on se dit qu'il faut pouvoir faire face à des évolutions de population. Je reviens sur l'idée que cette évolution, c'est d'abord l'évolution sociétale, intérieure, de positionnement des personnes. Et donc, quelles sont les attentes éducatives, par exemple, que les familles ont? On sait bien que les générations changent de plus en plus vite. Et donc, ça demande, nous, à ce que les enseignants soient formés, que les communautés éducatives soient en mesure de faire face d'attentes faire face à des attentes qui sont différentes chez les parents. Par exemple, le relais de l'autorité, comment accompagner les parents dans la diffusion d'une autorité et leur propre autorité. En quelques années, c'est des choses qui changent beaucoup et pour lesquelles on doit être très attentif aussi. Monsieur Goulard. En Bretagne, il y a 50 ans ou plus, on était dans un camp ou dans l'autre. On était laïque ou on était catho. Et on mettait les enfants à l'école catholique si on était catho et à l'école publique si on était laïque. C'était simple. Bon, ça a complètement changé. Aujourd'hui, les parents font des choix en fonction de ce qu'ils attendent pour l'éducation de leurs enfants. Alors, ils font le choix de la qualité d'une équipe éducative, ils font le choix de valeurs qu'ils savent trouver à tel ou tel endroit. Et ça compte pour eux. Et ça, je pense que nous devons, nous responsables publics en général, mais responsables de l'enseignement catholique également, tenir compte de ces mutations-là. Les familles ont des attentes, il faut être en mesure d'y répondre le plus rapidement possible et le plus souplement possible. On a beaucoup de bon sens en Bretagne, M. Goulard. Nous sommes une région assez exceptionnelle, il faut bien le dire. Merci à vous deux. Merci pour cet éclairage et ces éclairages. Et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres intervenants, d'autres interventions. Merci à vous.